sommes à 41 jours des élections, du premier tour des élections cantonales, suite de nos entretiens de campagne avec les prétendants au poste de conseiller d'État. Ce soir, c'est au tour de Luc Bartassa. Bonsoir. Bonsoir, M. Sédou. Vous êtes sous la bannière Civis. C'est un mouvement, parlez-nous de Civis, ce mouvement qui s'est créé ces derniers mois. Écoutez, c'est des groupes de personnes qui se voyaient déjà depuis 2 ans. Et ils m'ont demandé un petit peu conseil, certains d'entre eux, et puis on les a réunis, et puis ils ont lancé le mouvement Civis, qui n'est pas le parti de M. Bartassa, mais c'est vrai que j'en ai repris la présidence pour leur donner un coup de main, et puis de fil en aiguille, eh bien, l'Assemblée générale m'a demandé d'être leur candidat au Conseil d'État et tête de liste au Grand Conseil. Cette gauche ou cette droite, Civis? Disons, Civis n'a pas une aile gauche, une aile droite, elle en a deux, pour essayer justement de survoler un petit peu cette mêlée, un peu, je dirais, disparate, on ne sait plus qui est à gauche, qui est à droite. Donc le but, c'est justement de prendre le pouls de cette population à travers nos cafés-débats, nos hackathons, pour pouvoir apporter des solutions. Et étonnamment, ça fonctionne bien. Mais vous n'êtes pas trop la gauche, en réalité, Luc Bartassa. Vous n'êtes pas forcément... Écoutez, on a des gens qui viennent des Verts, on a des gens qui viennent de la gauche, on a même un monsieur qui fait partie du Parti du Travail, qui est maintenant dans le comité aussi. Et on a des chefs d'entreprise, on a des gens de l'État, de la police et autres. La force du bon sens et l'intelligence collective au service de tous, c'est votre slogan. Quel sens vous lui donnez à ce slogan ? L'intelligence collective, c'est justement de reprendre un petit peu le pouls de la population et puis pas avoir ce système triangle où c'est les clics, je dirais, un petit peu au sommet qui commandent la base et qui les met au garde à vous. On veut renverser un petit peu la vapeur. C'est des choses que je proposais déjà depuis longtemps, non seulement au PDC, mais aussi au MCG. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de pouvoir travailler avec des gens qui pensent un petit peu de ce système-là, parce qu'on veut redonner la parole aux gens. Et il y a des solutions, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être plus sur le terrain que certains politiciens et qui ont vécu des expériences, et ils ont des solutions. Et je crois que si on les écoute, on va pouvoir arriver à des solutions justement plus pragmatiques et plus dynamiques. Vous souhaitez donner envie, redonner envie aux gens de participer à la vie politique, à la vie citoyenne. C'est vrai que la participation est en baisse ces dernières années. Les gens votent de moins en moins, voire quasi plus du tout. Comment changer la donne à ce niveau-là ? Écoutez, c'est vrai que c'est un constat qui est un petit peu général dans toute l'Europe, parce qu'il y a encore eu des enquêtes qui ont été faites en Allemagne, en Italie et en France, qui arrivent au même constat. Les gens ne se reconnaissent plus dans les partis traditionnels. Ils ont surtout l'impression qu'ils n'ont plus vraiment droit à la parole, qu'on les écoute un peu, mais qu'on ne les entend pas du tout. Et puis justement, ces gens-là, moi je vois quand on fait justement nos cafés-débats, on a énormément de jeunes de moins de 25 ans qui sont venus, par exemple, toujours sur le thème du logement. Et puis sur d'autres thèmes, on a des gens qui ont plutôt entre 55 et 65 ans. Et c'est un peu cette classe moyenne au milieu qui n'apparaît pas beaucoup, qui ne s'intéresse plus, qui ont peut-être aussi d'autres soucis. Et c'est vraiment ces gens-là, et on le voit dans tous les partis, on essaye de réveiller un peu ces gens-là, qui sont cette fameuse classe moyenne, souvent des indépendants, souvent aussi des collaborateurs de la fonction publique, et qui s'y retrouvent plus et qui ont un petit peu peur de s'engager dans ce qui existe et dans ce qui arrive aussi de nouveau. Vous avez été conseiller d'État vous-même, vous avez occupé la plus haute fonction de cette République, Monsieur Bartassa, durant 5 ans. Le peuple vous a dit au revoir. Aujourd'hui, vous revenez. Comment revenir sans donner l'image de celui qui s'accroche ? Mais je ne suis pas celui qui s'accroche, un au revoir et pas un adieu. Puis comme je disais à chaque fois, c'est pas parce qu'on n'est pas élu qu'on ne fait pas de politique. J'ai eu la chance d'avoir été un petit peu partout. Aujourd'hui, je suis au municipal en tant qu'indépendant. J'étais au Conseil national, j'étais député pendant 14 ans. Et puis d'avoir justement ces jeunes qui se réunissent et qui me disent donnez-nous un coup de main, reprenez la présidence. Puis à l'Assemblée générale qui me plébiscite pour être la tête de liste au Conseil d'État sur la liste du Grand Conseil. Je leur ai dit je fais le trait d'union entre le Civis qui démarre et celui qui va se poursuivre après, les élections nationales. Mais c'est la dernière fois que je serai candidat, quoi qu'il arrive. Dernière fois que vous serez candidat, quoi qu'il arrive. Exactement. Sauf si vous êtes élu, là, vous... Mais si je suis élu, je ferai démarrer. Si je suis élu, je ferai mes 5 ans. J'ai déjà fait 5 ans. Comme Joe Biden. Pourquoi pas? Joe Biden, il a quand même un petit peu plus que moi. Puis il y a aussi des jeunes derrière qui poussent et puis qui sont là et qu'on va leur tendre le témoin. Parlons de quelques-unes de vos propositions. Alors évidemment, vous avez incarné la mobilité pendant 5 ans à Genève. On va peut-être en parler. Vous souhaitez, et ça c'est intéressant, diminuer l'éclairage public pour des raisons énergétiques et aussi écologiques, mais peindre des bandes luminescentes au sol. Expliquez-nous. Oui, alors c'est des choses qui se font de nouveau dans d'autres pays, entre autres au Portugal, en Espagne, je crois même en Allemagne et en Autriche, parce qu'on avait regardé un petit peu ce qui s'était passé. À l'époque, on avait déjà essayé de mettre du LED dans tout ce qui était éclairage la nuit. C'est vrai que la nuit,
nuit, parfois on a un petit peu trop d'électricité, donc c'est pas là que ça pose vraiment problème. Mais quand même, la journée, pendant les journées d'hiver, la vision, je dirais, de ces lignes, il y a qu'à voir pendant les jours de pluie, elles se voient très peu. Les gens ont un petit peu de peine à rouler. Et d'avoir ces lignes luminescentes qui s'éclairent un petit peu quand il arrive la pénombre et tout, ça donnerait une meilleure manière de voir, non seulement pour la sécurité des véhicules à moteur, mais aussi pour la mobilité douce. Parce que de nouveau, ces pistes cyclables, des fois, même si on les a vues apparaître de manière assez visible, par certains temps au climat, elles deviennent vite invisibles. Les grands oubliés de la mobilité, pour vous, ce sont les deux roues. Est-ce qu'il faut plus de place, de parking pour les deux roues motorisées également? Écoutez, oui, non seulement pour les deux roues motorisées, mais aussi les autres. D'ailleurs, à l'époque, on en avait mis en place plus de 1500. On avait délégué des endroits avec M. Pagani. Pourquoi elles n'ont pas été inscrites, c'est un grand mystère. Puis aujourd'hui, on va arriver ces fameux vélos cargo. Et ces vélos cargo, aujourd'hui, se retrouvent sur les places moto. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, parce qu'elles n'ont pas la place de se mettre justement sur les places vélos. Donc ça fait partie aussi du programme qu'on multiplie ces places. Il y a la place, on les avait délimitées. Je crois que 5 ans après, ce serait peut-être le temps de les dessiner. Traversée du lac, vous reparlez de la traversée du lac. Va-t-on voir la fin de cette traversée du lac? Écoutez, normalement, après le plan qu'on avait fait lors de la dernière législature, elle devait démarrer en 2025, voire début 2026, avec le plébiscite de la Confédération, surtout après les deux votations. On avait refusé la traversée de la rade pour pouvoir mettre en place la traversée du lac, avec un taux, je dirais, de participation et de gens favorables à cette infrastructure, dans le cadre de la loi sur la mobilité cohérente et équilibrée, parce qu'elle y figure. Donc, il ne faut pas seulement mettre en avant ce qui nous arrange, mais bien la vision globale qui aujourd'hui, malheureusement, a été abandonnée. Mais cette traversée du lac, avec ou sans le soutien de Berne? Parce que pour l'instant, du côté de Berne, ça coince un peu. Non, Berne a dit maintenant, le deuxième grand projet après le Gothard, c'est la traversée du lac. Ils sont venus d'ailleurs le dire en commission des pétitions à l'époque. Il faut juste qu'on avance un petit peu l'argent si on la veut tout de suite et nous rembourserons en 2040-2050. Et le lendemain de la votation, il a dit maintenant, la balle est dans votre camp. Agissez avec vos conseillers nationaux. D'ailleurs, on avait eu Mme Madsen qui avait dit qu'elle ne se sentait pas concernée par le résultat de cette votation. Donc, si les gens de gauche, voire les Verts, ne supportent pas et ne respectent pas le vote populaire, c'est vrai que c'est un dossier qui va encore stagner, surtout que le groupe de travail avait été arrêté, stoppé par M. Dalbousco, ce qui avait valu les foudres de ceux qui en participaient. Et encore une fois, il y avait autant de gens de gauche et de droite, tous les milieux professionnels, actifs trafic et compagnie. Et je trouve dommage qu'on ait cassé ce groupe de travail qui arrivait justement à nous apporter la solution. Les thèmes de préoccupation des gens, ce sont évidemment les questions liées au pouvoir d'achat, que ce soit les questions sociales, que ce soit les questions de logement, la précarité en général. Quelles sont vos propositions en la matière? Disons que les propositions, il y en a une multitude, mais quand on voit par exemple tous ces gens qui ont droit à des aides et qui n'osent pas encore aller les demander, 16% des gens de 65 ans aujourd'hui sont au seuil de la pauvreté. On discutait encore avec, vous étiez avec nous à la Cité Senior. C'est vrai qu'il y a des solutions, par exemple tout simplement déjà le guichet unique pour qu'on puisse avoir un seul endroit de quoi imprimer le formulaire et vous le donner plutôt que faire courir ces gens aux quatre coins du canton et puis on vous renvoie d'un service à l'autre. Déjà ça, on pourrait déjà mettre en place pour savoir exactement ces aides, qui les touche, qui en a besoin, où elles partent et comment. Et je pense que c'est là où les communes et l'État doivent travailler sur une plateforme où les gens s'occupent des gens qui habitent chez eux. Parce que la plupart du temps, dans les petites ou les grandes communes, on connaît les gens, on connaît leurs besoins. On sait où il y a des problèmes. Et puis, comme à l'époque, on parlait beaucoup aussi des sans-abri, il suffirait de faire un petit village de containers, comme on met par exemple des écoles dedans, puis pouvoir déjà héberger ces gens. Il y a plus de 300 personnes qui dorment dehors. Il n'y a pas 3 semaines en arrière, c'était une dame qui dormait dans le bois du Milly, qu'on a dû mettre chez une amie pour pouvoir la remettre dans un abri, parce qu'on l'avait mis dehors au bout des 8 mois, parce qu'elle avait oublié de remplir un papier. C'est totalement intolérable. Il y a quelque chose de l'ordre aussi du combat contre l'administration qui est trop lourde dans votre candidature, dans votre démarche? Mais l'administration, elle est trop lourde pour les gens, les PME. On parle aussi du guichet unique depuis 8 ans des PME. On se demande pourquoi elle n'a pas été mis en place. Et puis c'est vrai que même, je dirais, pour la fonction publique, d'être tout le temps dans cette paperasserie, je pense qu'ils auraient besoin qu'on rétrécisse aussi un petit peu tout ça pour qu'il soit aussi un peu plus dynamique ailleurs et au cas par cas avec les gens en direct plutôt que ces online et compagnie qui ne fonctionnent jamais et puis qui embêtent les gens.
Donc revenir à quelque chose d'un petit peu plus vrai, c'est ça aussi le Bah, sens de votre évidemment, candidature? venir dans le concret, je sais pas, moi, si je vais dans une grande surface, je préfère aller vers la caissière qu'aller au bip bip, et puis on échange de trois choses, et puis on apprend des choses, puis on garde surtout ce rapport humain entre les générations, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui a été péjoré ces dernières années. On a classifié les gens, et puis à l'État, et puis les indépendants, on travaille dans des silos. Je crois qu'il faut y arriver à un moment, comme je le disais à l'époque, ça faisait ricaner M. Descaillets, il faut mettre les gens autour de la table, et puis trouver des solutions ensemble. Un défaut, une qualité, c'est la question finale de cet entretien qui est devenu une tradition. Luc Bartassa, par quoi souhaitez-vous commencer? Ah, mon défaut, parfois l'impatience, ma qualité, par les temps qui courent, je dirais l'intégrité, j'en suis fier. Merci beaucoup, Luc Bartassa. Bonne campagne Merci à à vous. vous. Merci.